Bonjour à tout le monde et merci au séminaire ISM. ISM, ça veut dire Institut d'études de l'islam et des sociétés des mondes musulmans. J'explique tout ça parce qu'il n'y a pas que des universitaires dans la salle et il faut un petit peu tout donner. Donc l'ISM qui est associé à la BULAC, la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, de nous accueillir ce soir dans le cadre du cycle 2024-2025 qui s'intitule « Écologie en islam, tradition séculaire et défis contemporains ». Et merci à Sophie Bilardello qui organise les conférences. Merci aussi à tous les amis et collègues qui sont dans la salle. Alors, nous sommes heureux d'être là ce soir pour vous présenter les Jardins d'Orient entre imaginaire et patrimoine. Voilà, donc pour en parler, Anna Cailloso, qui est à ma droite ici, qui est historienne et historienne de l'art, professeure des universités et professeure à l'Université d'Orléans, laboratoire Pollen. Elle est auteure de nombreux ouvrages et publications dont nous verrons quelques éléments plus tardivement. À ma gauche, Harit Joshi, qui est historien également, maître de conférence dans cette maison, à l'INALCO. Et ses recherches portent principalement sur l'histoire politique et sociale de l'Inde, période médiévale et moderne, et sur l'historiographie indo-persane. Il enseigne aussi le hindi ici. Donc lui aussi est auteur et a dirigé de nombreux ouvrages, dont Rites et cérémonies politiques sous l'Empire moghol au XVIIe siècle, et également, je vais essayer de le dire en anglais, The Ceremonial of Power, The Mongol Empire under Shah Jahan, donc qui vient juste d'être publié. Pour les accompagner, donc moi-même, Laurence Sevel, architecte urbaniste, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val de Seine, qui est située tout près d'ici, et membre du Centre de recherche sur l'habitat du laboratoire La Vue, c'est-à-dire laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement. Alors notre rencontre date de 2014 et c'est sous la houlette de Anna Cailloso que nous avons été lauréats d'un projet de recherche IDEX sur les jardins. Et donc le rapprochement entre l'Université Paris Diderot, l'INALCO, le HESS, École d'architecture, a permis d'élaborer un projet aux multiples facettes. Et je peux témoigner de mon propre enthousiasme à avoir clôturé le milieu universitaire, d'avoir élargi mon regard d'architecte et enrichi mes connaissances en côtoyant l'érudition de partenaires qui composaient l'équipe de recherche. Alors plus que de la pluridisciplinarité, on peut parler d'interdisciplinarité, tant les compétences ont été entremêlées. Et cette collaboration a été particulièrement bienheureuse grâce, je crois, à la grande tolérance des chercheurs, quel que soit leur domaine d'études, et grâce à la liberté d'action de chacun. Alors rappelons que cette conférence fait partie du cycle Écologie en islam, tradition séculaire et défis contemporains. Et dans le petit flyer que vous avez, on explique bien que c'est une série de dialogues et discussions afin de comprendre les relations entre les êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent. On peut citer la phrase attribuée au prophète Mohammed: « La terre est verte et belle et Dieu vous a désignés comme les administrateurs de cette terre. » Donc il faut noter la parfaite inscription du thème du Jardin d'Orient dans le cycle Écologie en islam. Il préfigure les conditions climatiques que nous sommes amenés à connaître. Et au-delà de la curiosité, la maîtrise de ces conditions, par exemple l'aridité des sols, les problèmes de l'eau, apporte des solutions concrètes et également dans le vécu et les usages dans un contexte de changement climatique. Et de tout temps, les Jardins d'Orient représentent une source d'inspiration et la quête d'un idéal transmis par nos cultures et nos religions. Alors écologique, on peut dire entre guillemets avant l'heure, avant que le mot écologie existe. Ainsi, l'histoire est une leçon qui nous concerne à plusieurs titres et que nous développerons en partie dans cette conférence Jardin d'Orient entre patrimoine et imaginaire. Alors donc notre collaboration
a donné lieu à plusieurs manifestations en France et à l'étranger qui ont précédé la conférence de ce soir. Plusieurs colloques nous ont emmenés à Grenade en Espagne, Sao Paulo au Brésil, Bénouville en Normandie et bien sûr à Paris. Plusieurs publications ont été éditées aux presses universitaires de Valenciennes. Vous en avez 2 exemplaires qui circulent dans la salle et dans lesquels Anna Caioso a été le moteur, l'instigatrice, déclinant le rôle du jardin sous ses composantes historiques, mais pas seulement, comme expriment les titres. La dernière parution, Jardin d'Orient, est dirigée par Anna Caioso et Harit Joshi, et elle sert de trame à la présentation de ce soir. Alors, donc là, je te laisse la parole. C'est d'autres ouvrages qui ont servi, qui ont alimenté les recherches. Oui, alors, donc le thème du jardin, vous avez compris, est un thème qui intéresse les universitaires et un grand nombre d'historiens de l'art. Et vous avez une sorte de panel connu des grands ouvrages, des ouvrages les plus célèbres sur le jardin, celui de Fairchild Ruggers notamment, ou celui de Petruccioli, qui sont parmi les parutions les plus importantes. Mais aujourd'hui, il y en a d'autres, puisque ce thème du jardin que nous allons aborder avec vous a été profondément renouvelé par des travaux de jeunes chercheurs, souvent que nous avons d'ailleurs trouvé ou invité au cours de ce projet dont Laurence Fével vous a parlé. Alors, la présentation de ce soir est articulée autour de 4 thèmes, questions ou thèmes. Hein. La première, qu'est-ce qu'un jardin et quelle est la spécificité du jardin oriental? Nous chercherons à définir le jardin à travers ses représentations et son étymologie. La deuxième question est le problème de l'eau en Orient, nécessaire à la culture et rare dans la plupart des territoires de l'Orient. L'eau qui est donc une obligation et un perfectionnement en Orient. La troisième partie concerne le pouvoir et l'usage du jardin en Orient et en Inde. La relation jardin et pouvoir en Orient, où le jardin se trouve être également le lieu privilégié du pouvoir. Et la 4e partie, la question du patrimoine et de son imaginaire, traverse tout l'exposé, suivant le titre que Jardin d'Orient entre imaginaire et patrimoine. Quelques traits caractéristiques de son évolution et de son devenir sont relevés en conclusion. Donc, qu'est-ce qu'un jardin? La première partie, à travers donc la définition, l'étymologie et le jardin, l'évocation du paradis, le jardin en Orient. Ici, on a une représentation d'un jardin de l'Europe occidentale, une gravure du XVIe siècle, où le jardin est défini clairement par le récit biblique, le croisement des fleuves, la clôture. Une clôture qui marque l'opposition entre un extérieur aride et dangereux, sauvage, habité par des bêtes dangereuses, et un intérieur fertile, abondamment planté et protégé par des anges. Alors, justement, ce thème-là est illustré dans le livre Jardin d'Orient par Véronique Grandpierre et Georges Jablonski-Sidéris, qui extrait une citation de la Bible dans la Genèse. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former 4 bras. Donc, le premier s'appelait Pishon, le deuxième Gihon, le troisième, plus connu, était le Tigre, et le 4e, l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Donc, le jardin d'Éden, qui nous fait tous fantasmer, est bien situé en Orient et en Mésopotamie.
Donc le jardin, c'est le mot français. Il s'appelle Garth en francique, qui est l'ancien français. Et en francique plutôt, Garth en francique, oui, pardon. Garden en anglais. Garten en allemand. Hortus conclusus latin. Hortus, on a la racine horticole et conclusus, clôture. Paradeisos grec. Pardes hébreu. Péridésa persan. Donc le jardin, par l'étymologie, c'est un enclos cultivé. Le jardin en Orient. Donc, Laurence Fével vient de vous définir le jardin. Il y a plusieurs étymologies. Il y en a beaucoup également dans le monde oriental. Peridaesa est le mot iranien qui va donner Ferdos, qui est le mot jardin. Et dans le monde arabe, le mot jardin aussi se décline, Raoud par exemple, ou Jana. Il y a un grand nombre de termes. Bien sûr, un de nos thèmes préférés dans cet ouvrage a été de nous attacher à définir les liens entre le jardin et le paradis. Et c'est Véronique Grandpierre, qui est assyriologue, qui a proposé une communication sur le jardin d'Éden ou paradis urbain, donc sur la Mésopotamie, qui est l'ancêtre de tous les jardins, notamment les jardins suspendus de Babylone, dont on sait qu'ils ont existé, comme l'ont démontré les assyriologues. Alors bien sûr, nous avons aussi un imaginaire du jardin dans le monde arabo-musulman qui est véhiculé notamment par des manuscrits à peinture. À partir du XVe siècle, on a à Paris un très très beau manuscrit qui a été fait à Hérat, en Afghanistan, donc en Asie centrale, sous la dynastie des Timourides, qui étaient des adeptes du jardin, puisque, on en reparlera, les princes timourides habitaient principalement dans les jardins. Et voici une des premières occurrences donc, du jardin du paradis, avec Mohammed qui entre dans le paradis, où on voit des fleuves et des cours d'eau. Donc, premier élément des jardins de paradis, l'eau. Deuxième élément, un arbre de vie. Donc un arbre qui ne meurt jamais, au pied duquel poussent, ou plutôt coulent les 4 fleuves dont on vous a parlé. Et dans ce jardin de paradis sont déjà admis des femmes remarquables et des houris qui accueilleront les croyants à la fin des temps. Vous voyez ici qu'il n'y a pas d'organisation du jardin, mais simplement l'évocation par les arbres fruitiers et surtout par l'eau. Mais dans le monde iranien, quand on parle du jardin, on peut aussi, dans les représentations et les miniatures, évoquer le paradis avec d'autres éléments, dont la montagne. Parce que, effectivement, l'origine de l'humanité dans l'Avesta et aux origines donc, des mythes iraniens, c'est la montagne où est né le premier homme et le taureau primordial. Et la montagne est représentée en gloire avec les cours d'eau qui en descendent, comme vous le voyez ici, dans une représentation, je dirais, sublimée de la poésie mystique de Nizami. Alors justement, qu'est-ce qu'un jardin? C'est notre premier thème et notre première question. Quand on parle des jardins d'Orient, immanquablement, le jardin, comme le jardin de paradis, est un espace clos de murs. Vous le voyez ici dans un poème de la fin du XIVe siècle où le héros courtise la jeune femme enfermée dans un pavillon de jardin. Deuxième élément, on pense que le jardin est réparti géométriquement selon 4 quartiers et on appelle cela en persan char-bar, c'est-à-dire 4 jardins. Ensuite, troisième élément, une enfilade de canaux, comme vous l'avez vu, importance de l'eau, réservoirs et bassins. Quatrième élément, des pavillons qui sont parsemés dans le jardin et qui sont occupés à un moment donné. Cinquième élément, des parcelles de fleurs et finalement des arbres qui sont complantés, comme on le voit ici. Et est-ce que c'est là, véritablement, le jardin d'Orient
on va dire, archétypal. Eh bien, en fait, ce type de jardin, on va le retrouver à partir du XVIe siècle dans le monde iranien et, comme l'expliquera Arid Joshi, dans le monde indien et moghol. D'ailleurs, ici, vous avez un très beau tapis. Il y en a un au Louvre que vous pouvez voir. On l'appelle un tapis jardin ou un jardin, avec un bassin central, 4 quartiers, des fleurs et des figurations d'espaces complantés. Donc, ce jardin idéal qu'on veut voir dans tout le monde oriental, eh bien, c'est une construction en réalité culturelle. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le jardin à 4 quartiers avec le bassin central, celui qu'on appelle le Chahar-Bagh, a été largement le produit d'une voyageuse anglaise qui était Mademoiselle Villiers-Stuart, qui est allée en Inde, qui a écrit un ouvrage en 1913 sur les jardins moghols. Et par la suite, comme les représentations de jardins sont très rares, en fait, dans les arts du livre du monde musulman médiéval, il y en a très peu, et je vais vous les montrer, eh bien, on s'est imaginé que les miniatures de l'Inde moghole représentaient le jardin canonique, en fait, de l'Orient. Et ce jardin, vous le voyez ici, avec le bassin central, les 4 quartiers, tel qu'il a été, je l'ai défini précédemment. On va retrouver d'ailleurs cette théorie dans un ouvrage récent d'une spécialiste du monde iranien, Maria Subtelny, qui avait donné une série de conférences au Collège de France, et elle a effectivement trouvé qu'au XVe siècle, il y avait des traités d'agriculture timourides qui expliquaient que le jardin idéal, eh bien, c'était 4 quartiers. Mais nous sommes à la fin du XVe siècle. En fait, quelle est l'origine de ce fameux Chahar-Bagh ? Eh bien, en réalité, c'est le descendant des Timourides d'Hérat, donc des Turco-Mongols qui régnaient sur l'Asie centrale, le prince Babur, qui est devenu maître de l'Afghanistan et qui s'est fait construire un très beau palais. Et dans ce palais, effectivement, il y a, comme vous le voyez dans le plan, un bassin central et une répartition avec 4 quartiers. Et bien entendu, c'est Babur, le fondateur des Moghols, qui va importer ce modèle par la suite en Inde. Alors, on a au XIXe siècle, au moment où on fait les grandes fouilles en Orient, où Hersfeld et puis d'autres encore vont découvrir les grands sites, on s'est également rattaché à une autre hypothèse pour la composition du jardin, et celle-ci, c'est la capitale de Cyrus, en Perse, dans le Fars, la capitale de Pasargadae. Les premiers archéologues déblayent Pasargadae et puis arrivent sur le site principal où on voit des pavillons et on va, dans les années 60, faire le relevé de ce qu'on imagine être le jardin de Cyrus ou le jardin idéal. Et comme vous le voyez ici, les relevés qui ont été faits et qui par la suite ont été confirmés, notamment par un grand spécialiste des jardins qui est David Stronach. En 89, il fait un article et il dit, oui, le premier Chahar-Bagh, jardin à 4 quartiers, c'est Pasargadae. Et d'ailleurs, il produit un dessin où on voit 4 parcelles, peut-être avec un canal central, mais il n'y a pas de bassin au centre. Évidemment, la mission française en Iran a beaucoup travaillé sur ce site et si vous voulez approcher un peu les fouilles qui ont été faites, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Akemenet, qui a été fondé par le professeur Briand et qui est alimenté par la production de la mission archéologique française, notamment Rémy Boucharla et d'autres encore. Et on s'est aperçu, en fait, en faisant une prospection géophysique, 3 archéologues qui sont Sébastien Gondé, également Christophe Benec et Kourash Mohamed Hani, ont fait des relevés entre 2009 et 2012. Et là, ils se sont rendus compte que Pasargadae, ce n'était pas du tout ça, qu'il y avait probablement non pas un jardin, mais plusieurs jardins, qu'il y avait plusieurs bâtiments. Et qu'en réalité,
le fameux jardin de Cyrus ne présentait pas un canal, mais autre chose, et donc il fallait renoncer à l'hypothèse du Tchahar fondée sur l'origine achéménide. Donc, ce fameux jardin idéal, eh bien, un imaginaire. À ce moment-là, on peut se poser la question de savoir, mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un jardin d'Orient? Il faut explorer des sources. Quelles sources avons-nous pour connaître ces jardins du passé, ces jardins qui sont arrivés à partir de l'époque de la conquête islamique et même peut-être antérieure en Arabie? Quelles sources avons-nous? Alors, nous avons des sources écrites en grand nombre, de l'époque abbasside, par exemple, et jusqu'au XIe siècle. Nous avons également des poètes en Afghanistan, à l'époque des Hasnévides, à la cour de Rasna. Donc, il y a ensuite d'autres auteurs qui, à l'époque Saljoukide ou Mamelouk, et Jean-Charles Dussène a travaillé sur les jardins du Caire grâce à ces sources, nous décrivent des jardins. Donc, on a des sources écrites. Mais est-ce qu'on a encore des sources ou des témoignages, je dirais, des survivances de ces jardins, plus qu'archéologiques? Et enfin, est-ce qu'on a des survivances, des témoignages visuels? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste véritablement des jardins médiévaux? Les jardins médiévaux, ce sont souvent des reconstructions du XIXe siècle. On en a en Occident avec la Ménara almohade de Marrakech. On en a également, vous connaissez tous l'Alhambra et le Généralif à Grenade, qui date du XVe siècle, mais c'est un jardin largement reconstruit pour ses essences végétales au XIXe siècle. Notre collègue de Grenade, qui était conservateur du musée d'histoire botanique, José Tito Rojo, a écrit sur l'Alhambra et le Généralif, et il a débusqué un peu l'histoire de toutes les essences qui s'y trouvent, et il nous a démontré qu'en fait, plus rien n'avait survécu. Donc, on a également des jardins en Inde, et là, on peut peut-être avoir une approche patrimoniale parce qu'ils sont beaucoup plus récents. Ils ne datent pas de l'époque médiévale. Les jardins médiévaux, on n'en a pas. En revanche, aujourd'hui, on a des jardins qui peut-être, je dirais, ne sont pas fossiles, mais témoignent de pratiques très anciennes. Ce sont les jardins d'oasis, et en particulier l'oasis d'Aloula, dans la province de Médine, en Arabie Saoudite. Et précisément, un des contributeurs de cet ouvrage, qui est mon ancien doctorant, qui est docteur d'ailleurs, il a fait sa thèse sur les jardins de l'Algérie coloniale, travaille dans cette oasis et participe à la reconstruction de l'oasis et des jardins. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que d'après ces témoignages et évidemment les travaux qui sont faits par la mission française à Aloula, on se rend compte que ces jardins sont très proches des jardins décrits par Georges Sidéris dans cet article sur les jardins byzantins du 7e siècle. Ce sont des jardins avec de très hautes murailles en adobe. Ils sont souvent vivriers. Il y a des palmiers, mais ici, ce sont souvent des espèces qui ont été par la suite importées, et des réseaux d'irrigation très précis qui ont été entièrement redécouverts par les archéologues et qui sont en train d'être restaurés par les architectes. Donc, Aloula, pour nous, ça peut être un moyen de comprendre le jardin ancien dans cette espèce de conservatoire qu'est cette oasis. Nous avons également des sources visuelles pour retracer l'histoire du jardin. Et la première évocation du jardin, en fait, c'est la grande mosquée de Damas, de l'époque omeyyade. Cette grande mosquée, elle a été construite, comme vous le savez, au début du 8e siècle par le calife Al-Walid. Et on a de merveilleuses mosaïques qui représentent des cités du passé, puisque les cartons qui ont été utilisés pour les mosaïques étaient anciens. Et on a aussi un fleuve et puis des évocations de jardins. Donc c'est la première fois, et Oleg Grabar l'a expliqué de la façon suivante, si on voit des jardins, si on voit des vergers dans la grande mosquée de Damas, c'est parce que c'est une évocation probable, peut-être, ou peut-être du paradis. Par la suite, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment de représentation de jardin avant le XIV et le XVe siècle. Aux périodes, donc, fin de la période mongole et turco-mongole avec les Timourides d'Hérat.
Pourquoi? Simplement parce que les Timourides, comme les Mongols, comme les Seljoukides, n'aimaient pas les villes, n'aimaient pas les palais, et ils préféraient installer leur campement dans des prairies ou dans des jardins. Sauf qu'on n'a pas de traces des jardins Seljoukides ou mongols, on en a des jardins de Tamerlan. Donc, ce que l'on voit dans ces jardins, vous voyez ici, à travers différents corpus de poésie, c'est une composition un peu anarchique, un cours d'eau, des fleuves, une enceinte, des pavillons, comme vous le voyez à droite, avec des murs, donc le jardin est protégé. On voit également à l'intérieur de ces jardins des kiosques, parfois construits de façon très légère, installé au cœur du jardin où le prince reçoit ses musiciens. Et puis, à la fin du XVe siècle, on voit une évolution de la structure du jardin avec l'apparition de terrasses qui sont dallées, pavées, en dalles de céramique, visiblement, avec des bassins et un pavillon de jardin construit à l'arrière du souverain. Et ce sont ces terrasses qui sont investies beaucoup plus que le jardin que vous voyez à l'arrière, avec les fleurs et la clôture. Donc, il y a des jardins que l'on peut entrevoir, on peut entrevoir leur composition, mais évidemment, ils ne correspondent pas à ces récits qu'on a eus pendant des siècles, d'un jardin bien ordonné, avec un verger d'un côté et puis des fleurs de l'autre. Le deuxième problème qui se pose quand on essaie d'étudier les jardins, c'est évidemment de voir comment le jardin peut vivre par le biais de l'eau. Laurence Fével a dit que l'eau, c'était le cœur, évidemment, de l'approvisionnement du jardin, de la vie. Et un grand nombre de systèmes, que vous avez peut-être vus d'ailleurs dans la précédente conférence, sont convoqués pour faire vivre les jardins. Et ces systèmes, très souvent, remontent aux montagnes. Et c'est pour cela que le jardin de paradis, dans les miniatures de Berbharane que je vous ai montrées, de la fin du XIVe siècle, place finalement le jardin dans la montagne. L'eau vient de la montagne et on connaît évidemment ce système de gravitation de l'eau par celui des kanates, à savoir que par gravitation, l'eau descend, elle est ensuite récupérée dans des canaux souterrains et avec des puits régulièrement qui émergent, où on va chercher de l'eau. Bien sûr, pour cela, il faut qu'il y ait une montagne, il faut qu'il y ait une pente et qu'on puisse creuser et entretenir ces fameux kanates. Le deuxième système que l'on trouve en Orient, immémorial, ce sont les barrages et les digues. Et la digue la plus célèbre, puisqu'elle est mentionnée dans le Coran, c'est la digue de Marib au Yémen. Elle a été extrêmement bien décrite, étudiée par Christian Julien Robin, notamment dans les articles qu'il a fait sur l'eau en Arabie pré-islamique. Et cette digue de Marib, elle approvisionnait des jardins et des vergers et comme vous le savez peut-être, comme les habitants de la région étaient des transgresseurs, n'étaient pas monothéistes, eh bien Dieu a brisé la digue et cette digue, effectivement, n'a plus fonctionné à partir du VIe siècle. Aujourd'hui, on en a des restes. C'est d'ailleurs un pharmacien français, un voyageur, qui l'a redécouverte au XIXe siècle, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, comme l'eau est rare en Orient, les précipitations sont toujours à la limite de la sécheresse. Eh bien, les barrages et réservoirs, depuis les périodes anciennes, ont été construits pratiquement de la Syrie jusqu'à l'Arabie. Les archéologues français qui travaillent sur les paléoméiades, comme Charles Gengan, Denis Gengan, pardon, montre que en Syrie, il y avait des barrages de retenue d'eau pour les grandes exploitations omeyyades et cela servait aussi, par exemple, dans les bains, comme pour le palais omeyyade de Qusr Amra. Toutefois, pour les petits jardins privés, tous ces petits jardins que l'on voit décrire, que ce soit en Égypte, que ce soit au Proche-Orient, on a des systèmes très simples. Il suffit finalement d'une vis d'Archimède et d'un cours d'eau pour pouvoir approvisionner le jardin en eau. De la même façon, quand on a des grands fleuves, c'est le cas de la Syrie avec l'Oronte, de grandes roues
à Noria sont construites, et il y en a encore à Hama, par exemple, ou à Homs. Et je vous rappelle que l'extraction de l'eau, l'approvisionnement en eau, a fait l'objet d'ouvrages d'hydraulique hérités de l'ingénierie alexandrine, mais qui a par la suite connu un grand développement à la cour des Abbassides, puis ensuite, à la fin XIIe et XIIIe siècle, dans le monde mésopotamien, puisque à ce moment-là, un ingénieur, Al-Jazari, a conçu tout un ouvrage sur les automates et l'approvisionnement en eau. Les norias, eh bien, on les trouve dans tous les villages, pratiquement. Elles permettent l'approvisionnement des petits jardins potagers. Mais on va voir ces norias également, ces roues à aube, plutôt, ces roues à aube, dans une miniature d'un manuscrit qui est conservé au Vatican et qui représente probablement Séville. C'est le hadith Bayad wa Riyad qui raconte une histoire d'amour, et on voit l'amoureux sur le bord du Guadalquivir avec cette roue à aube qui approvisionne les jardins. On s'est rendu compte en fait que des petites roues à aube étaient la façon la plus commune, aussi bien en Espagne que sur le Nil, en Égypte, pour approvisionner les petits jardins. C'est un article important qui a été écrit par Stéphane Pradine, qui est un archéologue islamisant, qui a montré cela. Bien sûr, il faut extraire l'eau, mais il faut aussi la conserver. C'est pour l'essentiel la construction de grands bassins, les grands bassins Ahlabides par exemple, en Ifriqiya, nous permettent de voir comment cette eau décantée était filtrée puis redistribuée. Également, vous pouvez voir que au Maghreb, plutôt en Occident musulman, on a un système également de résurgence qui sont les Kétara. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'eau qui descend par gravitation de la montagne, mais simplement de l'exploitation de la nappe phréatique souterraine par des puits et qui forment ainsi des résurgences permettant l'irrigation. Toujours dans le monde occidental maghrébin, je vous rappelle que la plupart des grandes propriétés sultaniennes, à partir des Almohades, voient l'installation de grands bassins pour irriguer les vergers que l'on a autour des palais. Et Mehdi Ouergat, dans sa thèse, mais aussi dans ce volume sur Jardin d'Orient, a fait un très bel article sur la gestion de l'eau dans ces propriétés almohades. L'Agdal en est un très bel exemple, même si la plupart d'entre elles ont été, pour l'essentiel, restaurées et reconstruites au XIXe siècle. Enfin, n'oublions pas qu'il y a un système de distribution de l'eau qui est encore visible quand on va à Cordoue, visiter la grande mosquée. Au pied des orangers, vous avez des petites canalisations à ciel ouvert. C'est un système qu'on appelle Acequia en Espagne ou Seguia, et qui ont été introduits donc par les Arabes en Occident musulman pour approvisionner notamment les arbres fruitiers. Enfin, pour finir, je dirais que l'eau ne sert pas qu'à faire vivre les plantes du jardin, c'est aussi un agrément, un moyen de faire couler des ruisseaux au milieu des jardins, comme c'est le cas au Généralif, dans l'Alhambra. Également d'écouter le bruit de l'eau. Donc ça participe d'une esthétique et d'un goût véritable du jardin par la plupart des sens, la vue, le bruit de l'eau, le chant des oiseaux et les parfums. La troisième question que nous nous sommes posées, principalement d'ailleurs dans toutes nos rencontres, c'est la relation entre le pouvoir et l'usage du jardin. Et de ce point de vue, un certain nombre de contributeurs, Jean-Charles Dussène, Mehdi Ouergat, moi-même, avons travaillé sur ces liens entre le pouvoir et le jardin. Est-ce que les pouvoirs ont toujours eu un jardin ? En Orient, c'est vrai, en Occident musulman aussi, parce que le jardin, c'est le lieu d'exposition du pouvoir. C'est là où le pouvoir s'affiche, où il affirme évidemment son contrôle sur la maîtrise de la nature.
De ce fait, le problème des jardins a été évoqué très tôt. Dans le monde omeyyade, il est encore assez peu connu, mais dans le monde abbasside, Alastair Nursedge, qui est archéologue, spécialiste du monde omeyyade, qui a également fouillé à Samarra, bien après Hersfeld, a beaucoup travaillé ces derniers temps sur les jardins, et il a produit d'ailleurs un article sur les jardins de Samarra. Samarra, c'était la capitale abbasside, la deuxième capitale, à partir de 840, créée par Murtasim. Et Alastair a présenté le palais, le Dar al-Khilafa, le palais de Murtasim, le premier grand palais, où il apparaît que les jardins étaient construits sur les bords du Tigre, de part et d'autre du bassin, qui permettait au calife d'ailleurs de rejoindre le Tigre incognito. Mais il n'a pas travaillé, je dirais, sur les essences, les plantes ou l'organisation même du jardin. En revanche, une jeune chercheuse d'origine iranienne, Safa Mahmoudian, a, elle, fait sa thèse il y a 4 ans à l'Académie des sciences d'Autriche, donc à Vienne, sur les jardins abbassides. Et sa thèse est très importante, elle est en train de la publier, elle-même a été postdoctorante à Oxford, et sa thèse révèle d'abord que le Chahar n'existe pas, que c'est une construction, je dirais, historiographique. D'autre part, elle s'est penchée sur tous les types de sources que l'on a de l'époque abbasside pour décrire les jardins abbassides, des califes abbassides de Samarra. Et particulièrement, le jardin que vous voyez ici, de Balkouara, qui est un deuxième palais, pas très loin du précédent, construit pour le fils du calife Al-Mutawakkil, le prince Al-Murtaz. Et ce Balkouara, finalement, quand on regarde le plan, on a l'impression que c'est une succession de jardins avec 4 quartiers, tel que Ernest Hersfeld, au début du XXe siècle, l'avait pensé. Quand on regarde les photos aériennes que Safa Mahmoudian a produites dans ses travaux, donc elle a analysé à la fois le matériel, elle s'est posé des questions aussi sur le substrat, sur le sol, et contrairement à l'hypothèse de Balkouara avec 3 grands jardins plus un 4e, vous voyez, l'enfilade des jardins, 1, 2, 4 et 5. En fait, elle démontre par la documentation et par les sources que l'enfilade de cours étaient peut-être des cours qui servaient aux cérémonies, mais qui n'étaient pas nécessairement des jardins. En fait, le seul jardin, c'est celui qui est sur le bord du Tigre, qui a été rehaussé, qui possède bien un enclos, des murs, une porte, et où on pratiquait des activités donc de jardinage. Les califes abbassides aimaient recevoir dans leur jardin. Il y avait probablement des animaux exotiques, peut-être aussi des automates. Et c'était donc des lieux de convivialité. On recevait les ambassadeurs. Donc, nous commençons à avoir une meilleure connaissance des jardins. Puis arrive la période suivante, après les Hasnévides et l'Ashkari Bazar, qui là aussi possède un jardin avec des pavillons dispersés. Sous les Seldjoukides, nous n'avons pas de jardin, mais des représentations très nombreuses dans la céramique, avec des princes, avec un arbre, également un bassin et des poissons. Donc, il s'agit peut-être de ce goût des Seldjoukides que l'on retrouve notamment dans le palais d'Anatolie, centrale de Kubadabad, d'avoir un palais avec un lac et une nature ouverte, comme l'a montré d'ailleurs Scott Redford, qui est spécialiste des Seldjoukides. Mais sur ces petits lacs, les Seldjoukides aimaient avoir des jouets et faire circuler des automates, par exemple des bateaux qui faisaient de la musique. Donc il y avait une sorte de nature domptée, plus ou moins, qui ressemblait au jardin sans être véritablement un jardin.
À l'époque des Mongols, là c'est un peu plus frustrant parce qu'on n'a pas de représentation du tout des jardins. On a un très beau textile qui représente un prince en majesté avec des animaux, des paons, des fleurs, mais pas de jardin. Alors, à quel moment le pouvoir est-il mis en scène dans le jardin? Bien, comme je vous l'ai dit, à l'époque des Timourides, au moment où les princes se font représenter dans les frontispices des manuscrits en majesté, assis sur un tapis et pas sur un trône, au milieu de leur jardin avec leurs musiciens et leurs courtisans. Par exemple, ici, c'est le frontispice du Shahnameh d'Iskandar Sultan, conservé à Oxford, où on voit le prince assis sous un grand parasol. Et donc, toute la symbolique du pouvoir est déterminée même par le jardin, le parasol, les tentes, les tapis. Également un autre Shahnameh qui est probablement commandité par le prince Beyzonkour Mirza, un autre prince timouride. On voit des scènes se dérouler dans le jardin, sous des kiosques, à côté des bassins où nagent des canards. Et à la fin du XVe siècle, comme je l'ai dit, il y a un repli, une sorte de repli vers un espace beaucoup plus protégé, qui est la terrasse. Peut-être pour des raisons de sécurité, on ne sait pas. En tout cas, à l'époque de Sultan Hussein Bekara, donc le dernier Timouride d'Hérat, au début du XVIe siècle, toutes les grandes scènes princières, les cérémonies, également les festins se déroulent sur la terrasse. Sur la terrasse se déroule également la lutte, un des sports appréciés des Timourides, mais aussi tous les jeux de table, les échecs, le nard. Et c'est également dans cet espace qui est précédé d'un grand Iwan, et qui va connaître une vie assez intéressante par la suite chez les Moghols, que l'on voit le prince recevoir des dignitaires, des ministres, mais aussi des derviches. Donc, l'évolution du jardin est certaine et l'iconographie, finalement, peut nous aider à construire cette histoire des jardins. Je cède la parole à mon collègue Hari Joshi qui va maintenant évoquer le jardin en Inde, ce qui est un point extrêmement important pour ce thème liant jardin et pouvoir. Oui, merci beaucoup, Anna et Laurence. Donc, en Inde ancienne, l'association entre les jardins et la royauté, l'aristocratie et le pouvoir public existait déjà bien avant l'avènement de l'islam. Les résidences des souverains des grandes dynasties hindoues de l'Inde ancienne, comme les Maurya et les Gupta, étaient dotées de jardins. Mais puisque nous parlons ici dans le cadre du cycle l'écologie en islam, je ne parlerai que des principales dynasties indo-musulmanes. Alors, le premier régime politique musulman de l'Inde s'appelle le Sultanat de Delhi, qui a été fondé au début du XIIIe siècle. Et il ne reste presque plus de vestiges des jardins de cette époque, mais on trouve des références à ces jardins dans les sources historiques contemporaines. Delhi, la capitale des sultans, est comparée au jardin légendaire de Hiram, évoqué dans le Coran, qui ressemblait au paradis. Et il y a déjà cette notion que construire un jardin était un geste qui était associé à la souveraineté. Alors, quelques siècles plus tard, en 1526, la dynastie moghole a été fondée en Inde et nous en savons davantage sur les jardins à partir de cette période. Le fondateur de la dynastie, Babur ou Babur, le tigre, était originaire d'Asie centrale et il avait régné sur Kaboul, en Afghanistan, avant d'arriver en Inde. Et dans son autobiographie, le Baburnama, célèbre ouvrage, il décrit l'Inde, ses habitants, les paysages, la flore, la faune. Et Babur avait une piètre opinion des jardins qu'il avait vus en Inde. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'il n'était pas resté longtemps, il est resté que 4 ans en Inde et il n'a pu visiter que très peu de régions dans le pays. Babur critiquait notamment ce qu'il considérait comme leur manque d'organisation et l'absence d'eau courante dans ces jardins indiens.
Ce qui semble l'avoir perturbé, c'est que ces jardins indiens n'avaient pas été aménagés selon les normes auxquelles il était habitué, qu'il était significativement différent des jardins qu'il avait vus depuis son enfance dans les villes timourides emblématiques comme Samarcande et Bokhara. Mais la réaction de Babur est allée bien au-delà de cette expression de nostalgie, et il a décidé de créer des jardins dans le pays qu'il venait de conquérir. Et certains considèrent ces mesures de Babur comme une façon de marquer son territoire, d'affirmer son intention de gouverner l'Inde à sa façon, voire de mettre de l'ordre dans un paysage politique indien qu'il jugeait chaotique. Et la peinture dans laquelle nous avons vu Babur en train de surveiller la construction du Bagh-i Wafa, le jardin de la fidélité près de Jalalabad, que Anna nous a montré il y a quelques minutes, serait une véritable métaphore de son projet politique. Alors, nous avons ici une diapositive qui montre comment Babur s'est attelé à cette tâche. Et cette image s'inspire d'une carte du XVIIIe siècle d'Agra, la première capitale des Moghols. Et le long de la rivière Yamuna, qui est un affluent du Gange et qui traverse la ville, Babur a commencé à créer des jardins. On voit les vestiges un peu sur cette image. Ce paysage novateur pour l'époque aurait tellement impressionné les habitants de Agra qu'ils avaient appelé ce quartier entier Kaboul, car ils étaient persuadés que la région dont venait leur nouveau maître ressemblait à cet espace, à cela. Alors, les successeurs de Babur, les grands Moghols comme on les appelle, ont perpétué cette tradition et ils ont mis en place des jardins dans toutes les villes, les capitales mogholes, Agra, Lahore, Delhi, ainsi que dans d'autres centres urbains. Des jardins publics ont également été emménagés dans les environs de ces villes et des jardins privés à l'intérieur des palais-forteresses et dans les résidences princières et nobiliaires, c'est ce qu'on appelle des Khana Bagh en persan. Plusieurs jardins moghols ont été créés autour des mausolées de grands personnages politiques et, chose frappante, les femmes de haut rang ont joué un rôle particulièrement actif, important dans leur construction. Alors, créer un jardin était un geste à dimension multiple, une dimension politique, commerciale, religieuse, etc. Et au plan symbolique, cela permettait aux souverains moghols d'affirmer leur statut en tant que descendants de Tamerlan ou Timour, dont parlait Anna il y a un instant. Timour qui avait construit plusieurs jardins autour de sa capitale de Samarcande. Tamerlan, Timour avait, rappelons-le, envahi l'Inde à la fin du XIVe siècle et il s'agissait pour les Moghols donc d'une manière de perpétuer une tradition dynastique. Pour les Moghols, montrer leur appartenance à la lignée timouride était une façon de légitimer leur présence en Inde et dans de nombreuses peintures allégoriques, on en verra quelques-unes, les souverains sont assis sur leur trône qui sont placés dans les jardins en train de remettre une couronne ou un bijou à un descendant comme signe d'approbation. Au plan politique, les jardins servaient de cadre aux diverses activités associées à l'exercice de l'autorité politique. On accordait des audiences aux princes dans les jardins, on y accueillait des délégations diplomatiques étrangères, on échangeait avec des nobles de haut rang, le couronnement d'un nouveau souverain pouvait avoir lieu dans un jardin, etc. D'un point de vue purement pragmatique, les jardins permettaient à l'élite moghole d'échapper à la chaleur des plaines et quelques célèbres jardins moghols se trouvent justement dans la région du Cachemire, dans le nord de l'Inde, qui est connue pour son climat agréable, où la cour moghole se rendait périodiquement. Un jardin était également un lieu d'agrément, tout simplement, où des distractions étaient organisées pour commémorer des mariages, des naissances, des fêtes. On en parlait il y a quelques minutes.
Au plan commercial, la vente des fruits cultivés dans les jardins était une source de revenus non négligeable pour leurs propriétaires. Et si on voit les sources contemporaines mogholes, de nombreux fruits sont évoqués dans ces chroniques, dans ces œuvres historiques. Il y a des fruits indiens et des fruits importés. On parle des citrons, d'oranges, raisins, melons, pastèques, mangues, cerises, abricots, mûres, ananas, pêche, date, juju, pistache. Et parmi les fleurs qui sont évoquées, là aussi, il y a des fleurs qui sont connues dans le monde persanisé, comme des roses, des tulipes, des jasmins, jacinthes, narcisses, violettes, lys. Mais il y a aussi des fleurs typiquement indiennes dont on parle. Hein, c'est normal, on est en Inde. Des fleurs comme champa, molchri et keola. Alors, dans le contexte moghol, il y a un phénomène assez particulier, c'est que les jardins servaient également à un objectif assez spécial. Après la mort d'un noble moghol, ses biens, sa maison, ses bijoux, son argent, ses éléphants, pouvaient être récupérés par le gouvernement, pouvaient être confisqués par le souverain, mais pas sa tombe. Donc, construire une tombe jardin, une tombe ou un mausolée entouré de jardins, servait à protéger une partie de ses biens et d'assurer qu'il reviendrait à ses héritiers. Et puis, enfin, il y a aussi une dimension philanthropique. Construire des jardins accessibles au public relevait de la charité. Les visiteurs priaient pour le salut de celui qui les avait bâtis ou celui qui y était enterré. Je vous parlais des images allégoriques. Je vais juste vous en montrer quelques-unes ici. Là, vous avez donc les jardins et la notion de transmission de pouvoir. À gauche, on voit Tamerlan, le grand ancêtre de la dynastie, qui est en train de remettre une couronne à Babur. Évidemment, les deux ne se sont jamais croisés, mais c'est une notion symbolique qui est là. Et le fait de transmettre une couronne à ce personnage, un descendant, c'est une façon de lui accorder son autorité, en quelque sorte. Alors, l'image date du début du règne de Shah Jahan, le bâtisseur du Taj Mahal, donc bien après l'époque de Tamerlan et bien après l'époque de Babur. À droite, vous avez une miniature moghole, également extrêmement symbolique, dans lequel on voit Akbar, donc le troisième de ces souverains moghols, petit-fils de Babur, et à sa droite est assis, habillé en orange, son fils Jahangir, le quatrième de ses souverains, avec qui il a eu des problèmes, je ne les évoquerai pas. Et à sa gauche, on voit son petit-fils, Shah Jahan, bâtisseur du Taj Mahal, futur bâtisseur du Taj Mahal, et on voit que Akbar est en train de remettre une couronne à son petit-fils, sans même regarder son fils avec qui il avait des relations un peu tendues. Évidemment, cette miniature date du règne de Shah Jahan, donc 1630. Alors, les jardins moghols comme lieu d'agrément dont on parlait il y a un instant, à gauche, vous avez cette image qui montre la naissance du prince Humayun, et on voit Babur, son père, qui vient d'apprendre cette décision. Et on est dans un jardin près de Kaboul, et l'ouvrage date du règne de Akbar, donc pendant la seconde moitié du XVIe siècle. À droite, vous avez le fils de Akbar, Jahangir, avec son épouse, l'impératrice Noor Jahan, dans un jardin qui se trouve à Agra, qui s'appelle Arambagh, et il y a forcément une ambiance festive dans ce jardin, dans cette image. Alors, le fait que les souverains moghols construisaient des jardins, un peu plus tard, au XVIIIe siècle, lorsque l'Empire a commencé à désintégrer, il y a des États successeurs de l'Empire moghol qui sont nés, notamment celui-là dans le nord de l'Inde, la région de la vallée du Gange. On est à Awadh au XVIIIe siècle, et on voit qu'il y a un nabob au milieu, dans une espèce de charbagh à la moghole, et il y a des festivités qui sont en train d'être organisées. Donc, pour les souverains de ces nouveaux régimes nés au XVIIIe siècle, perpétuer une tradition moghole était une façon de se montrer comme des dignes successeurs des souverains moghols. Et je crois que c'est la dernière image pour cette partie. On voit les jardins comme espace de
politique et religieux. À gauche, vous avez une miniature qui montre un jardin à Lahore, près de Lahore, actuellement au Pakistan. C'est le jardin de Mirza Kamran, qui était un des frères de Humayun. Et on voit le souverain Jahangir en train d'accueillir son fils rebelle Khosrow dans un jardin. On voit la végétation tout autour. Et à droite, vous avez le même souverain Jahangir en compagnie de soufis. Donc c'est une façon de montrer qu'il était près des mystiques musulmans. Donc une dimension politique et religieuse. Et puis, oui, je pense que c'est ça l'image, la dernière image. Donc là, on voit, comme je vous disais, hein, l'élite politique faisait construire ces mausolées et qui étaient entourés des jardins. Et là, vous en avez un autre qui est à peu près 4 km du Taj Mahal, qui est le mausolée de Etmad-ud-Dawla, qui était un noble important moghol, le beau-père de l'empereur Jahangir, et il est entré dans cette espèce dans cet édifice qui est entouré des jardins, et on voit sur la dernière image qu'on est juste à côté de la rivière Yamuna, donc toujours la proximité entre jardin, tombe et la rivière dont parlait Anna il y a un instant. La dernière partie, patrimoine et jardin. Alors, on va parler de patrimonialisation, c'est-à-dire le processus de création et de fabrication du patrimoine, la transformation en objet digne de conservation et de restauration. Donc, la patrimonialisation apparaît au XIXe siècle, suite aux désastres causés par le temps et le vandalisme. Ce phénomène s'est amplifié au XXe siècle et on peut même parler d'inflation patrimoniale qui amène parfois d'autres dégâts. Alors les jardins n'échappent pas à cette destinée heureuse ou malheureuse. Leur modification dans le temps est d'autant plus spectaculaire que la nature est vivante et en constante évolution. Les plans de jardin suivent les courants et les modes. Et les jardins historiques sont tous des reconstitutions des anciens modèles. Et ils sont plus ou moins fidèles aux tracés et aux plantations d'origine. Alors là, on a l'exemple de la forteresse de l'Alhambra, et ces palais avaient été abandonnés à la suite du départ du dernier émir de Grenade en 1492. Elle tombe en désuétude, sert de bagne et de magasin de vivres, habitée par les mendiants et livrée aux pillards. Un regain d'intérêt au XIXe siècle pour cette présence historique de l'islam en Europe est fantasmée par la vague du romantisme. Elle est illustrée ici par Gustave Doré, avec un texte de Charles d'Arvilliers. Et on peut rappeler quand même que le vandalisme touche toutes les sociétés et toutes les cultures. Par exemple, les peintures d'Hubert Robert exaltant les ruines de l'Empire romain en Italie au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle plutôt. Et on peut citer aussi la phrase de Victor Hugo en 1826 qui appelle à la sauvegarde du patrimoine. Et il dit « Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Misérables hommes et si imbéciles qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont des barbares. » Alors on peut dire aussi qu'il y a eu le comité des monuments historiques créé en 1837 et dirigé par Prosper Mérimée, l'écrivain, et Albert Lenoir, architecte et historien. Donc c'était le début de la reconnaissance du patrimoine et des mesures qui ont permis leur sauvegarde. Alors, le XVIIIe siècle est une période charnière dans l'histoire de l'Inde. C'est la période qui va voir l'affaiblissement de l'Empire moghol et des acteurs régionaux se sont imposés au plan politique et de nombreux jardins moghols ont alors subi des dégâts assez importants.
Au début du 19e siècle, la Compagnie des Indes orientales britanniques a pris le contrôle de Delhi et les derniers Moghols, qui étaient des souverains fantoches, étaient désormais sous la protection des Britanniques. Donc ces derniers, donc les Britanniques, East India Company, ont nommé un résident à la cour moghole et les premiers résidents de Delhi ont élu leur demeure dans un jardin moghol nommé Shalimar Bagh, qu'on voit ici sur cette image, qui est un jardin qui date du XVIIe siècle. On voit ici cette peinture d'un artiste indien du début du XIXe siècle. Alors, une source en ourdou nous donne l'étymologie de ce mot Shalimar, et selon cette explication, le mot Shal veut dire demeure en hindi, et Mar veut dire plaisir ou agrément. Donc, Shalimar Bagh veut dire le jardin qui est un lieu d'agrément. Ensuite, après l'échec de la mutinerie de 1857, la fameuse révolte des Sipahis dont vous avez sans doute entendu parler, l'Inde est devenue une colonie britannique. Et certains jardins moghols de Delhi ont été le théâtre des hostilités entre les rebelles et les forces de la East India Company. Et les Britanniques ont transformé ces jardins en lieu de mémoire, pour reprendre le terme de Pierre Nora. Et des mémoriaux ont été érigés par le nouveau régime dans ces jardins pour commémorer cet événement. Et on voit ici, dans la prochaine image, des casernes militaires britanniques qui ont été construits dans un jardin moghol du XVIIe siècle, qui se trouve dans le fort rouge de Delhi, et c'est un jardin qui porte le nom de Hayat Baksh Bagh, ça veut dire les jardins qui donnent la vie. On voit au premier plan une partie du jardin ancien, mais derrière on voit les casernes britanniques. Alors, ces jardins, donc outre ces mémoriaux qui ont été érigés, il y a des édifices utilitaires qui ont été construits, comme celui-ci. Donc ces jardins qui autrefois avaient été des symboles de la puissance des empereurs moghols, de leur sensibilité esthétique et de leur capacité à dompter la nature, eh bien ces mêmes jardins incarnaient désormais la domination coloniale. Et ce usage de jardin comme lieu commémoratif par le régime colonial est également évoqué dans l'article de Mohamed Metaloui dont parlait Anna il y a l'instant sur le jardin de Prague à Alger. Et il y a une contribution de ce chercheur dans notre volume qui est en train de circuler quelque part. Alors, une question s'impose à cette époque aux autorités coloniales, en Inde comme ailleurs. Que faire du patrimoine architectural du pays colonisé? Il a été décidé de l'entretenir et, si possible, de le restaurer. Alors, il y a deux objectifs qui président à cette décision. Selon le premier, afin de pouvoir gouverner un pays avec autant de complexité, il fallait d'abord le connaître. Donc, les sources historiques écrites indiennes, les fameuses chroniques mogholes, étant jugées peu fiables par les Britanniques, le patrimoine bâti devait fournir davantage d'informations. Et donc, et puis il y a cette deuxième perspective selon laquelle la restauration des sites historiques, comme des jardins, leur réappropriation, constituait un exercice de communication. Cela permettait de montrer aux Indiens que leurs anciens maîtres, les empereurs moghols, n'étant plus là, le pouvoir était désormais exercé par les Britanniques. Donc, entretenir les sites bâtis par leurs prédécesseurs devait servir de preuve de l'attitude ostensiblement humaniste de l'État colonial à l'égard de ces sujets. Et dans cette image, on voit un ancien jardin moghol, toujours, Delhi, construite par la princesse Jahanara Begum, qui était la fille aînée du bâtisseur du Taj Mahal, et qui a été rebaptisé Queen's Garden, donc au début du XXe siècle. Et ce jardin est décrit dans les documents coloniaux comme un havre de paix au milieu d'une ville grouillante, un lieu très apprécié des habitants aussi bien britanniques qu'indiens. Alors,
il y a de nombreux écrits concernant le travail de restauration de ces jardins moghols par les autorités britanniques. Justement, Anna a parlé de sans doute la plus célèbre de ces sources, qui est donc l'ouvrage de Constance Mary Villiers-Stuart, et qui est évoqué par deux des auteurs de notre volume. La principale critique qui est formulée à l'égard de cette politique coloniale de restauration des jardins moghols est la suivante. Cette restauration a été réalisée en tenant compte des normes occidentales. La restauration a sans doute assuré la survie de ces jardins, mais leur a fait perdre leur caractère oriental. Et dans un de ces jardins moghols de Delhi, par exemple, des voies goudronnées ont été aménagées pour permettre la circulation de véhicules, alors que ce lieu était prévu pour des promenades à pied. Il y a d'autres jardins qui servaient de cordon sanitaire pour séparer les quartiers où vivaient les indigènes de ceux des demeures britanniques. Et ce positionnement de l'Archaeological Survey of India, qui est chargé de la restauration du patrimoine indien, son positionnement vis-à-vis des jardins est incarné par le célèbre Conservation Manual qui a été préparé par le directeur de l'Archaeological Survey of India de l'époque, John Marshall. Et dans ce manuel, il demande aux autorités responsables des jardins, les site superintendents, comme on dit, il leur demande de conserver l'esprit des jardins moghols lors de leur restauration, mais sans chercher à les reconstituer à l'identique. Ainsi, il n'était pas indispensable de n'y planter que des arbres, des plantes et des fleurs connus à l'époque moghole. Ce qui importait, selon ce manuel, c'était de tenir compte des goûts des visiteurs modernes. Voilà, et ça suffisait. Et si on voit la politique à cet égard après l'indépendance, moi je trouve que cette attitude semble avoir persisté après l'indépendance en 1947, aussi bien en Inde qu'au Pakistan. Pour entretenir les jardins moghols, les autorités indiennes et pakistanaises se sont moins intéressées à leur historicité. Par exemple, elles n'ont pas jugé nécessaire de consulter les sources historiques pour se renseigner à leur sujet, mais se sont préoccupés davantage des intérêts et des attentes des visiteurs modernes. Juste pour terminer, on constate dans la contribution de Mohamed Metalouvi, cet article dont je parlais il y a un instant, que la situation est comparable en Algérie, où des lois existent pour la protection des jardins historiques classés, mais leur conservation est assurée par les autorités locales. Elle n'est pas confiée aux architectes paysagistes spécialistes de ce travail, et donc ce travail de restauration est effectué sans forcément tenir compte de l'importance historique de ces jardins. Oui, bon, je vais juste terminer. En fait, dans les années 1910, les Britanniques ont construit ce qu'on appelle la New Delhi. Et là, l'image montre ce qui était à l'époque le palais du vice-roi, et qui après l'indépendance est la demeure du président de la République indienne. Et puis c'est une des plus grandes résidences dans le monde entier. L'édifice date de 1918, et à l'époque les Britanniques ont emménagé des jardins qu'on appelait les jardins moghols. Et on en voit donc une partie dans cette image. Et pendant les 3/4 de siècle qui ont suivi l'indépendance, il était autorisé, tout à fait possible, de les visiter. Le public a été accueilli, mais on a retenu ce mot moghol pendant le 3/4 de siècle, les 75 ans qui ont suivi l'indépendance. Et puis il y a environ 1 an et demi, le régime politique actuellement au pouvoir en Inde, qui estime que les Moghols, qui n'a pas une bonne impression concernant les Moghols, disons, ils ont changé le nom de ces jardins moghols, qu'on appelle maintenant par un nom qui est davantage sanscritisé, et le nom c'est Amrit Udyan, qui en sanskrit veut dire le jardin de l'ambroisie, ou le jardin du nectar, ou le jardin éternel en quelque sorte. Donc on voit que même actuellement les notions, les critères idéologiques sont en train d'influencer en quelque sorte notre attitude à l'égard de ces anciens jardins. Voilà.
Alors là, on voit les dégâts causés par le monde moderne sur le patrimoine avec les surfréquentations touristiques, là sur le Taj Mahal en Inde. Et on va dans cette 4e partie parler également de l'imaginaire oriental. Voilà, donc ça c'est donc les jardins suspendus de Babylone. Et donc on peut voir que dans toute cette recherche de végétalisation, des plans modernes d'urbanisme, actuels dans les villes modernes, les micro-forêts, tout ça, on a toujours cette évocation du jardin d'Éden, et donc qui perdure. Donc là, c'est l'exemple de certaines villes, à la fois en Extrême-Orient, et les images du jardin suspendu de Babylone à gauche. Voilà, et les réinterprétations par des murs végétaux, par exemple. Donc, c'était l'image finale du paradis qui clôt cet exposé. Nous vous remercions pour votre attention.